Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Sociétés secrètes. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Nous allons partir à la découverte du mythe de ses origines, mais également de son histoire réelle au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Ensuite, nous parlerons également de la fondation des premières obédiences, ainsi que des différents rituels qui existent au sein de cette société discrète. Aujourd'hui, nous allons quitter un petit peu le monde des fantasmes pour retourner à celui de la réalité historique. Nous allons commencer notre aventure avec cette première partie que j'appelle la préhistoire de la franc-maçonnerie, ou tout ce qui se passe avant la franc-maçonnerie telle qu'on la conçoit. Nous allons de ce fait parler de la légende, ou plus précisément de la mythologie des origines. Nous parlerons donc des hypothèses, des différentes théories qui existent quant à son origine, des anciens textes, ce qu'on appelle les anciens devoirs, ou les documents qui concernent donc les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge, bâtisseurs de cathédrales, mais également tous les maçons opératifs du Moyen-Âge. Nous parlerons concrètement de la mythologie des premiers textes, c'est-à-dire le récit légendaire, encore une fois, qui ferait remonter la franc-maçonnerie à Adam, à l'Égypte ancienne, aux Hébreux ou tout un tas d'autres choses encore. Puis nous parlerons plus concrètement du passage des opératifs aux spéculatifs, ou comment les maçons bâtisseurs du Moyen-Âge sont devenus les francs-maçons tels qu'on les conçoit. Mais surtout, nous allons voir si cette filiation est réelle ou simplement imaginaire, ou du moins aurait pour but de véhiculer une tradition qui serait transmise mais qui n'a pas besoin d'être concrète. Puis nous parlerons en 1636 du rituel du mot de maçon, qui est le plus ancien rituel maçonnique qui nous soit connu. Puis nous terminerons cette première partie avec la naissance réelle de la franc-maçonnerie. Commençons directement avec les différentes hypothèses des origines. Tout d'abord, il existe une légende qui raconte que la franc-maçonnerie remonterait à l'Égypte ancienne, puis que le savoir de ces sociétés secrètes égyptiennes se serait transmise au cours du temps dans la clandestinité pour arriver jusqu'aux collegia romaines, ou si vous préférez les collèges de bâtisseurs, tous les ouvriers qui construisaient les grands monuments de la République et de l'Empire romain. Puis ce savoir se serait également transmis après la chute de Rome, dans les sociétés notamment françaises, anglaises, mais également allemandes, et cela aurait abouti aux sociétés donc de bâtisseurs de cathédrales, puis jusqu'à arriver aux francs-maçons. Bien sûr, tout ceci est une légende fantasmagorique, sur le plan qu'on ne peut pas attester de lien réel d'une filiation, ni entre l'Égypte, ni avec les collégias romaines, qui n'étaient absolument pas des sociétés secrètes dans le cas des collégias, mais des organisations bien structurées, tout à fait publiques. L'hypothétique existence des sociétés secrètes en Égypte, c'est tout à fait probable qu'elles aient pu exister, néanmoins nous n'avons pas de documents textuels qui nous permettent d'affirmer leur existence. De ce fait, il est encore plus délicat d'hypothétiser une origine. C'est ainsi que nous allons explorer plusieurs origines mythiques avec les ouvriers de France, d'Allemagne, mais également d'Angleterre. Tout d'abord, commençons avec le cas français, les corporations ou les confréries du Moyen-Âge. Eh bien tout d'abord, une corporation, c'est un rassemblement de différents ouvriers qui pratiquent en général un métier commun et qui s'organisent entre eux afin de se dispatcher les chantiers, de se déplacer de ville en ville. Mais à ce stade, on ne parle absolument pas de sociétés secrètes. Les corporations étaient bien organisées, étaient régies par le gouvernement, du moins par les seigneurs locaux ou encore plus loin par le domaine royal. Quant aux confréries, il s'agit avant tout d'organisations à caractère plus ou moins religieux où des personnes vont se réunir, parfois issues de corps de métiers différents, dans le but de s'entraider mutuellement. On pourrait parler de systèmes de mutuelles qui existaient ou de syndicats qui existaient anciennement, mais toujours avec un caractère religieux, puisqu'ils se réunissaient lors de célébrations dans un but sacré, ritualisé. Mais néanmoins, on ne parle pas encore une fois de rituels d'initiation ou de francs-maçons à cette époque. D'ailleurs, le mot franc-maçon ne se retrouve pas au sein de ces confréries. De plus, ils ne réunissent pas uniquement des maçons, mais ils réunissent aussi bien des charpentiers, des forgerons et tout un tas de corps de métiers opératifs, encore une fois, du Moyen-Âge. Les corporations, quant à elles, certes réunissent
un groupe de métiers plus spécifiques sont organisés par ville, par seigneurie, par comté, duché ou tout ce que vous voulez, mais néanmoins ne correspondent pas ou on ne peut pas déceler de filiation réelle entre les francs-maçons et les corporations de métiers ou les confréries du Moyen-Âge en France. Alors maintenant, qu'en est-il du cas de l'Allemagne ? Eh bien, il existe en effet des ouvriers du Moyen-Âge qu'on appelle les Steinmetzen, qui veut dire concrètement les tailleurs de pierre si vous voulez, et qui se réunissent dans des corporations qu'on appelle les Bauhütten. Et je m'excuse déjà pour ma terrible prononciation des mots en allemand. Alors, le fonctionnement de ces Steinmetzen et dans ces Bauhütten se trouve dans les statuts de Ratisbonne, un texte qui a été écrit en 1459. On y voit clairement l'organisation du métier, les différentes tâches, les systèmes, encore une fois, de corporations et des confréries un petit peu équivalents du système français, si l'on peut dire, mais on ne trouve pas non plus de système de rituel d'initiation et rien qui corresponde à la franc-maçonnerie. Alors dans le cas des systèmes français et allemands, je ne m'attarde pas puisqu'il n'existe aucun texte qui présente une analogie avec les francs-maçons. Il nous faut de ce fait nous tourner vers l'Angleterre, puisque c'est là-bas que nous allons trouver les plus anciens textes qui sont appelés les anciens devoirs et qui seront écrits entre 1390 et 1410. Les ouvriers se réunissent dans ce qu'on appelle des loges de bâtisseurs. Dans ces loges de bâtisseurs, on n'y trouve pas uniquement des maçons, on y trouve des charpentiers, des forgerons, de la même façon que les corporations que nous trouvons en France ou les confréries bien sûr. Dans ces loges de bâtisseurs, les ouvriers se réunissent afin de discuter du métier, d'organiser le chantier de l'édifice. Cela peut être une cathédrale, mais cela peut être également un château ou une maison de grande envergure, peut-on dire, mais on y trouve tous les corps de métier. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est en Allemagne que l'on va retrouver pour la première fois le mot Freemason. Alors, Freemason, à la base, cela faisait référence, à cette époque, au Moyen-Âge, comprenez bien, aux ouvriers, à des ouvriers spécialisés dans la taille de pierre. À cette époque, sur les chantiers, dans la catégorie donc des maçons, il y en avait plusieurs sortes. Il y avait ce qu'on appelle les Hofmason, ou les maçons vulgaires, les maçons qui avaient pour but d'extraire les pierres des chantiers, ou de les tailler sommairement, et les autres qu'on appelait les maçons de pierre franche, ou les Freestone Mason. Ces derniers étaient spécialisés dans la sculpture, par exemple des gargouilles ou des pièces difficiles, comme par exemple les clés de voûte sur les arches en croisée d'ogive. Donc c'était des ouvriers, on va dire, plus qualifiés. Et c'est ainsi que certains ont rapproché donc ces Freestone Mason avec les francs-maçons que nous connaissons de nos jours. Mais cela est un rapprochement uniquement linguistique. Y a-t-il réellement un lien avec ces maçons de pierre franche que l'on retrouve au Moyen-Âge avec les francs-maçons du XVIIe et XVIIIe siècle? C'est ce que nous allons voir par la suite. Pour l'instant, continuons les différentes analogies ou les différentes sources d'inspiration que l'on a pour but d'attribuer à la franc-maçonnerie. Et nous continuons notre voyage avec le compagnonnage. Il est de coutume de nos jours de faire un rapprochement entre la franc-maçonnerie et le compagnonnage, comme par exemple de nos jours les compagnons du devoir ou les compagnons du Tour de France. Or, y a-t-il réellement un lien entre les deux? Eh bien, nous allons voir que c'est relativement obscur. En réalité, il est difficile de savoir quand le compagnonnage commence réellement. Certes, on peut rapprocher le système de compagnonnage avec les corporations et les confréries du Moyen-Âge, notamment dans le cas français. Cependant, le compagnonnage tel qu'on le conçoit de nos jours ne va apparaître réellement qu'à partir du XVIIIe siècle. Et il semblerait que ce ne soit pas le compagnonnage qui ait inspiré la franc-maçonnerie, mais ce serait plutôt des échanges mutuels entre les deux organisations qui étaient différentes, ou du moins ont pris une naissance différente, chacune de leur côté. C'est ainsi qu'on va retrouver des emprunts rituels, notamment qu'on trouve aujourd'hui dans le compagnonnage, qui ont existé préalablement dans la franc-maçonnerie. Et inversement, il y a des éléments du compagnonnage qui se retrouvent dans la franc-maçonnerie, mais cela serait plus en lien avec les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie utilise une iconographie et des représentations symboliques équivalentes des ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge, et le compagnonnage, bien évidemment, étant lié au métier des bâtisseurs, que ce soit maçon, charpentier ou autre, bien entendu, puis également ses origines dans les métiers, dans la pratique du métier qui existait préalablement. De ce fait, il y a évidemment une ressemblance entre les outils présentés dans les rituels du compagnonnage avec les outils présentés symboliquement dans la franc-maçonnerie. Mais cela ne serait pas issu du compagnonnage pour le cas de la franc-maçonnerie, ce ne serait pas un emprunt dans le compagnonnage, mais cela vient d'une filiation mythologique avec les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge, dans les deux cas. Or,
Il semblerait qu'à partir du XVIIIe siècle, et encore plus, et surtout même au XIXe siècle, il y a de nombreuses personnes qui sont à la fois dans les loges de franc-maçonnerie, mais également dans les loges de compagnonnage. C'est ainsi qu'il y aura une certaine perméabilité entre les deux, et il n'est pas rare que certains francs-maçons qui étaient eux-mêmes compagnons vont importer des éléments des rituels maçonniques au sein des compagnons. De ce fait, il y a une ressemblance entre les deux, mais pas de réelle filiation. Et maintenant, passons au dernier grand fantasme, ou la dernière filiation mythologique des francs-maçons. Ces derniers seraient issus d'une survivance de l'ordre du Temple. Alors, je vous rappelle un petit peu de quoi nous parlons. L'ordre du Temple est un ordre de moines chevaliers qui existait du temps des croisades, qui a été fondé en 1118 à Jérusalem par Hugues de Payns ainsi que quelques autres compagnons, donc un ordre monastique mais également de chevalerie qui avait pour but de défendre les pèlerins en Terre Sainte et qui va exister pendant toute la période de l'âge des croisades, mais sera aboli par le pape Clément V après l'arrestation des Templiers par le roi de France Philippe le Bel. Donc Philippe le Bel arrête les Templiers en 1307. Et le pape Clément V abolit l'existence de l'ordre du Temple en 1312. Alors, nous n'allons pas revenir sur toute l'affaire des Templiers, vous retrouverez ça sur d'autres vidéos sur ma chaîne, mais y a-t-il un lien entre les francs-maçons et les Templiers? Alors, il existe des théories qui disent que l'ordre du Temple aurait survécu de façon discrète ou de façon secrète, se serait immiscé dans les compagnies de métier, donc notamment les bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge, et ils auraient maintenu des rituels qui existaient au sein du Temple, ils les auraient transmis à ces bâtisseurs de cathédrales qui eux-mêmes, par l'affiliation et par le temps, seraient arrivés jusqu'à la franc-maçonnerie. Donc les francs-maçons seraient les héritiers des chevaliers de l'ordre du Temple. Alors l'histoire est romantique, mais néanmoins on ne trouve pas d'éléments historiques qui permettent de l'attester, notamment au début de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que à partir du moment où on parle réellement de l'existence de loge maçonnique, c'est-à-dire au XVIIe siècle, on ne parle pas des chevaliers templiers, ni même de tout un tas d'autres chevaliers du Moyen-Âge. On ne parle que des ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge. Or, la légende de filiation avec les Templiers va intervenir seulement à partir du XVIIIe siècle, et notamment par le discours du chevalier de Ramsay, et plus tard par le baron de Hound, et une organisation maçonnique qu'on appelle la stricte observance templière, qui avait pour but de restaurer l'ordre du Temple, enfin du moins de réveiller l'ordre du Temple tel qu'il était au Moyen-Âge. Mais néanmoins, l'on voit que la filiation légendaire avec l'ordre du Temple n'intervient pas au départ de la franc-maçonnerie, mais sera rajoutée par la suite. C'est ce que nous allons parler plus tard, lorsque nous ferons l'histoire de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Pour l'instant, continuons notre aventure et retournons sur les textes des anciens devoirs. Comme on l'a vu, les Freestone Masons, donc les maçons de pierre franche, auraient pu t'inspirer d'une façon ou d'une autre, que ce soit historiquement ou que ce soit d'une façon allégorique, les francs-maçons du XVIIe siècle. Eh bien, cela repose en grande partie sur les textes, donc le Regius, qui a été écrit en 1390, et le manuscrit Cook, écrit en 1410. Qu'est-ce que nous disent ces documents? Eh bien, tout d'abord, c'est une sorte de code moral ayant pour but de régir la vie du métier, de décrire les différents droits et devoirs des ouvriers, de leur présenter donc tous les préceptes du métier, mais également tous les préceptes moraux liés à la société médiévale de l'époque. Je vous rappelle que nous sommes dans une Europe chrétienne, et précisons que ces textes ont été écrits en Angleterre à une époque où le pays était encore catholique. Il n'y avait pas encore eu la réforme anglicane avec le roi Henri VIII. Alors qu'est-ce que nous disent ces textes? J'espère que vous aurez tout d'abord bien compris qu'à ce stade, on ne parle pas de mythologie de la franc-maçonnerie, mais bel et bien de la mythologie des bâtisseurs de métiers du Moyen-Âge, et plus précisément en Angleterre, puisque c'est le lieu où nous trouverons le manuscrit Regius et le manuscrit Cook. Eh bien tout d'abord, ces deux textes font l'éloge des 7 arts libéraux, donc qui auraient soi-disant, dans la mythologie bien sûr, été réveillés, retrouvés et donc transmis par le savant grec Euclide. Les 7 arts libéraux sont la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie. Évidemment, c'est l'art de la géométrie qui est considéré comme le plus important puisque c'est celui qui sera associé au métier et donc à l'architecture qui permet de bâtir ces temples de pierre du Moyen-Âge. Ensuite, dans ces anciens devoirs, nous allons retrouver la légende des 2 colonnes édifiées par Tubal-Cain.
Alors Tubal-Cain est un personnage de la Bible qui aurait vécu avant le déluge, donc qui aurait gravé toutes les sciences de l'humanité sur 2 colonnes dans le but de sauver la connaissance face aux événements du déluge qui sont annoncés. Il va donc édifier 2 colonnes, l'une de marbre et l'autre de briques, dans le cas où le déluge aurait, dans les 2 hypothèses, où il y aurait un déluge, une destruction par le feu, ou dans l'autre cas, une destruction par l'eau. C'est cette dernière qui aura lieu, bien entendu. Donc les 2 colonnes auraient permis de maintenir les connaissances de l'humanité et sont retrouvées par 2 insolites personnages, le premier, le savant grec Pythagore, et l'autre par Hermès Trismégiste, ce qui nous renvoie bien sûr à la tradition ésotérique donc de l'hermétisme, mais également à la mythologie égyptienne. Je vous rappelle néanmoins que nous sommes dans le cadre d'un récit mythologique des origines du métier. Alors ensuite, nous allons retrouver le mythe de la tour de Babel, qui aurait été construite par Nemrod en Mésopotamie. Et donc cet épisode est censé présenter justement la perte des connaissances de l'humanité. Alors je reviens quelques temps plus tôt, donc dans la légende, Tubal-Cain grave les sciences sur 2 colonnes, mais il y aura également une transmission par Moïse qui la transmet à ses fils et à ses descendants, etc. Ce qui va aboutir bien sûr jusqu'à Abraham, Moïse, etc. Tout ça. Dans le cas donc du mythe de la tour de Babel, Dieu, devant l'arrogance des hommes, décide de les séparer, donc de leur faire perdre le langage universel, afin qu'ils ne puissent plus remettre en commun cette connaissance. Néanmoins, il y aura une subsistance via notamment la descendance de Moïse, qui vont continuer à transmettre ces sciences, qui seront transmises à Abraham, à Moïse, puis à Euclide, etc. Tout ceci en passant par les collégias romaines, donc qui vont transmettre ce secret de la géométrie, mais également de tous les 7 arts libéraux, pour arriver à ces freestone-maçons du Moyen-Âge. Donc dans ces textes, c'est l'apologie également de l'art gothique comme nouveau temple de Salomon. Le savoir des arts libéraux aurait survécu au sein de ces confréries secrètes, notamment les collégias romaines, pour arriver jusque-là. Bien sûr, tout ceci est mythologique, il n'y a pas de réalité historique dans cette filiation, et on le voit notamment par cette apologie de l'art gothique. Dans les représentations du Moyen-Âge du temple de Salomon, on représente le temple des Hébreux de la ville de Jérusalem comme une cathédrale gothique, puisqu'on n'a aucune connaissance de l'architecture réelle du temple de Salomon, si tant est qu'il ait réellement existé bien sûr. Donc on voit que l'art gothique de cette époque est considéré comme la magnificence, mais surtout comme le réveil d'une tradition qui s'est transmise depuis des temps immémoriaux, alors que nous savons tous historiquement que l'art gothique est né au cours du XIIe siècle et s'est répandu donc dans l'Europe occidentale. Ce n'est absolument pas un réveil d'une architecture qui existait préalablement. Donc on voit encore une fois qu'on est dans la valorisation de l'architecture contemporaine de cette époque, dans le but de faire remonter cette science à des savoirs immémoriaux, ce qui est une construction, encore une fois, mythologique. Une fois que nous avons parlé donc de toute cette mythologie des ouvriers du bâtiment du Moyen-Âge, on va voir que cette même tradition donc légendaire sera reprise par la suite par les francs-maçons, sera réorganisée, réarrangée, mais nous la verrons ultérieurement. Pour l'instant, nous allons tenter d'établir concrètement la transition donc du passage des ouvriers opératifs du Moyen-Âge jusqu'aux francs-maçons spéculatifs tels qu'on les conçoit à partir du XVIIe siècle. Alors, il existe 2 théories qui s'affrontent au sein même de la franc-maçonnerie. La première, qu'on appelle la théorie de la transmission, est notamment développée par Henri Kerr, et l'autre, appelée la théorie de l'emprunt, développée par Eric Ward, et qui est plus récente et globalement admise dans le sujet de la maçonnologie de nos jours, c'est-à-dire l'étude historique de la franc-maçonnerie. La première est la théorie donc de la transmission développée au milieu du XXe siècle. Le but était de montrer que les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge étaient les descendants directs des francs-maçons et qu'il y avait une réelle filiation entre les deux. Donc les freestone maçons, c'est-à-dire les maçons de pierre franche du Moyen-Âge, des ouvriers opératifs du chantier, à partir donc au moins au XIVe siècle, aurait continué d'exister donc dans ces organisations jusqu'au XVe et XVIe siècle, mais progressivement, dû au changement politique du pays, donc je vous rappelle que Henri VIII va accéder au trône, va faire quitter l'Angleterre au giron catholique pour le faire entrer dans celui de la Réforme, donc du protestantisme. Or, à cette époque, tous les grands chantiers donc de cathédrales, les abbayes et autres vont progressivement disparaître, ce qui fait que ces loges de compagnonnage, si l'on peut dire, vont se disperser et vont perdre de leur organisation, ce qui explique qu'il n'existe quasiment aucun texte des anciens devoirs entre la deuxième partie du XVe siècle, mais également au XVIe siècle.
Donc, il y aurait eu des sortes d'organisations plus ou moins discrètes qui auraient continué à exister, mais progressivement, il y aurait eu de moins en moins d'ouvriers du bâtiment, et ces organisations, ces petites confréries, auraient fait entrer, donc auraient admis des personnes qui n'étaient pas du métier, donc ce qu'on appelle des non-opératifs, au sein de ces loges. Donc ce qui est appelé les maçons acceptés. On retrouve des cas à Londres et également en Écosse. Progressivement, au cours de ce XVIIe siècle, il y aurait eu de plus en plus de personnes dites spéculatives, n'appartenant pas au métier, et de moins en moins d'ouvriers opératifs. Et puis, progressivement, au début du XVIIIe siècle, il n'y aurait plus eu un seul opératif, il n'aurait resté que des maçons acceptés, donc spéculatifs. Ce sera donc l'apparition de loges uniquement spéculatives. Progressivement, donc c'est la disparition de toutes les loges opératives qui laisse place à la franc-maçonnerie spéculative, celle que l'on connaît encore de nos jours. Donc ça, c'est la théorie de la transmission. Mais néanmoins, cette théorie est remise en cause notamment par Eric Ward et par des auteurs plus récents, notamment en France Roger Daché. Dans cette deuxième théorie donc de l'emprunt, cette fois-ci nous retrouvons donc les anciens devoirs donc du XIVe et XVe siècle, puis nous retrouvons toujours cette réforme donc d'Henri VIII qui met fin au grand chantier de bâtisseurs du Moyen-Âge. Puis nous allons trouver à partir donc de la fin du XVIe siècle en Écosse la création des statuts chauds et donc du premier rituel maçonnique connu, à savoir le rite du mot de maçon. Alors comment cela se passerait-il donc dans la théorie de l'emprunt? Eh bien, c'est très simple, il va nous falloir quitter justement l'Angleterre pour le royaume d'Écosse à cette époque. Donc en Angleterre, évidemment, pays majoritairement protestant, nous avons vu que les loges opératives vont commencer à disparaître progressivement, ce qui ne veut pas dire que bien sûr les ouvriers vont disparaître. Il y aura toujours des maçons, toujours des charpentiers, toujours des forgerons, etc. Et cela va continuer. Or, en Écosse, pays qui est resté fondamentalement catholique, on voit qu'il y aura une tentative d'organisation du métier, et donc notamment d'organisation du métier de maçon opératif, d'ouvrier du bâtiment. William Shaw, auteur des statuts du même nom en 1598, puis dans une deuxième version en 1599, donc à la toute fin du XVIe siècle, va établir un règlement général pour tous les maçons opératifs du royaume d'Écosse, sous la commande directement du roi. Le but était de réorganiser le métier, de donner des statuts communs, des devoirs communs à toutes ces loges d'ouvriers, bien sûr. Alors, peut-on parler à ce stade de franc-maçonnerie? Eh bien, oui, d'une certaine façon, puisqu'on remarque qu'au sein donc de cette organisation, il y a une sorte de rituel, la notion d'initiation, la notion en fait de faire entrer l'apprenti au sein du groupe d'ouvriers, si l'on peut dire. Donc on va vraiment commencer à pouvoir parler d'une organisation qui ressemble réellement à la franc-maçonnerie avec le rituel d'initiation, qui va aboutir donc à ce qu'on appelle le rite du mot de maçon. La première loge maçonnique historique s'appelle donc Mary's Chapel, fondée sous l'autorité de William de Sinclair à Édimbourg en Écosse. Alors nous allons reparler un petit peu de William de Sinclair par la suite, puisque c'est notamment dû à la présence de ce personnage qu'on parlera plus tard de la filiation templière. Je garde ça pour un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour faire un petit comparatif entre l'Angleterre et l'Écosse, puisque la franc-maçonnerie de toute façon est née dans le Royaume-Uni dans tous les cas. Alors en Angleterre, il y a réellement toujours des loges de bâtisseurs, donc de maçons opératifs, qui existent sur le sol anglais à cette époque, mais qui ne pratiquent pas de rituel d'initiation et qui ne pratiquent probablement d'ailleurs pas de rituel du tout, si ce n'est bien sûr des cérémonies à caractère religieux, un peu comme les confréries en France. Puis d'un autre côté, on va remarquer qu'il y a des loges qui apparaissent, donc au XVIIe siècle, des loges cette fois-ci purement spéculatives, mais qui semblent emprunter, qui semblent ressembler aux loges opératives, mais néanmoins il n'y a pas de porosité entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les loges opératives et de l'autre côté les loges spéculatives. Or, on remarque bien que dans les loges dites opératives, il y a bien des personnes qui sont intégrées, qui viennent visiter ces loges dites opératives sur le sol anglais. Ces personnes seront appelées les maçons acceptés. Si on retourne cette fois-ci en Écosse, on remarque que de la même façon, des personnes qui ne sont pas du métier seront acceptées au sein des loges opératives en Écosse, donc ils sont régis par les statuts chauds.
Sauf qu'ils ne portent pas le même nom. Ils seront appelés à ce stade les gentlemen Mason. Ce mot a une importance. Pourquoi? Parce que si on veut chercher une origine dans le mot donc des Freemasons, en anglais bien sûr, cela ferait référence aux Freestone Masons, donc les ouvriers de pierre franche, que l'on retrouve au Moyen-Âge. Mais ce terme de Freestone Mason, on ne le retrouve pas en Écosse, on le retrouve en Angleterre. Or, ce qui est intéressant, c'est que si les premiers rituels d'initiation et donc le rite du mot de maçon est apparu en Écosse, il semblerait que le mot, en revanche, des Freemasons, donc les Freestone Masons, soit quant à lui apparu en Angleterre. Donc la naissance de la franc-maçonnerie serait née d'une jonction entre une pratique rituelle écossaise au sein de loges, cette fois-ci anglaises. Alors pour faire un petit peu la chronologie des événements, on voit que les statu quo apparaissent donc à la toute fin du XVIe siècle. On remarque que dans tout le cadre donc du XVIIe siècle vont apparaître des loges spéculatives en Angleterre et un petit peu plus tard en Écosse, et que progressivement ces loges anglaises spéculatives vont emprunter la symbolique des ouvriers du bâtiment, donc des opératifs du Moyen-Âge, mais surtout des loges qui sont en fonction à cette époque. Il faut bien comprendre que les loges opératives d'Angleterre utilisent encore les anciens devoirs du Moyen-Âge. Donc les loges spéculatives anglaises vont emprunter ces anciens devoirs aux loges opératives. Et plus tard, par la suite, nous allons le voir dans la naissance de la franc-maçonnerie réelle, fin 17e, début 18e, qu'ils vont emprunter le rite du mot de maçon qui appartiennent cette fois-ci aux loges écossaises. Ce qui a pu motiver ces créations de loges spéculatives peut s'incruster dans le cadre des grands événements à caractère ésotérique, bien sûr, du XVIIe siècle. On pourra noter tout d'abord, au tout début du XVIIe, l'apparition des manifestes de la Rose-Croix, donc des textes à caractère ésotérique qui vont apparaître en 1614, 1615 et 1616. Puis plus tard, au texte, au roman, qui s'appelle La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, lui-même qui a été suspecté d'appartenir à ces mouvements rosicruciens, et qui sera écrit et publié en 1627. On remarque du côté écossais que le rite du mot de maçon, quant à lui, va apparaître avec de nombreux documents qui permettent de l'attester, qu'il existe en 1637. Donc, le rite du mot de maçon qui est pratiqué dans les loges, rappelons-le, opératives en Écosse. Puis, sur le sol anglais cette fois-ci, en 1660, ce sera la création de la Royal Society, donc par Charles II, si je ne vous dis pas de bêtises, qui va donc créer une organisation donc des sciences dédiée à la science, que ce soit la physique, la chimie, la géographie, l'histoire, etc., qui correspond en grande partie à la vision utopique développée notamment donc, dans la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon. À cette époque de la création de la Royal Society, il existe déjà des francs-maçons spéculatifs sur le sol anglais. Néanmoins, on ne peut pas attester à ce stade que ces loges de francs-maçons spéculatifs pratiquent des rituels. On ne peut absolument pas dire qu'ils pratiquent des cérémonies, des initiations, etc. Tout ça, on ne peut pas l'affirmer. En revanche, c'est seulement à partir de 1696 que sont retrouvés les plus anciens rituels maçonniques connus, avec du symbolisme et des notions morales. Donc on peut dire qu'à la fin du XVIIe siècle, il y a une jonction entre le rite du mot de maçon retrouvé en Écosse et les statu quo, et puis ces loges spéculatives de gentlemen anglais, de maçons acceptés, si vous préférez, sur le sol donc de l'Angleterre. Donc fin 17e, une trentaine de loges maçonniques spéculatives sont recensées en Angleterre. Néanmoins, ces loges spéculatives sont dissociées des loges opératives qui existent toujours. C'est donc comme ça que s'articule la théorie de l'emprunt. Alors touchons quelques mots sur le rite du mot de maçon. Donc c'est le plus ancien rite spéculatif connu à ce jour. Il existe une vingtaine de textes donc au XVIIe siècle et une douzaine au XVIIIe siècle. Donc il suggère qu'il existe encore au début du XVIIIe siècle. Donc il sera créé donc, dans la loge de Killywing en Écosse, qui sera appelée plus tardivement la loge numéro 0, qui aurait soi-disant été plus ancienne que Sainte-Marie-de-Chapelle, puisque la loge de Killywing existerait depuis le XIIIe siècle. Bien sûr, le fait qu'elle existe au XIIIe siècle ne veut pas dire qu'elle existe en tant que loge maçonnique, bien sûr, à cette époque. Donc le rite du mot de maçon sera créé. Il s'agit de toute une série donc qui ne me sont pas connus, bien sûr, qu'il s'agit d'attouchements, de mots secrets et de tout un tas d'autres phrases symboliques, bien sûr, qui permettent donc à ces ouvriers de se reconnaître entre eux
et donc d'être reconnu en tant que franc-maçon, hein, bien sûr. Alors ce système, c'est un système donc de mémoire verbale, d'attouchement des mains comme je vous l'ai dit, qui permettent donc sans texte, puisqu'ils ne doivent pas être écrits afin de ne pas tomber entre de mauvaises mains. Donc il y a des références aux colonnes du temple de Salomon et tout un tas d'autres éléments bibliques, hein, ce qui nous renvoie encore une fois aux éléments des anciens devoirs que nous avons vus plus tôt. Alors parlons de quelques-uns de ces premiers francs-maçons. Pour en citer deux parmi les plus connus, il s'agit de Robert Moray et de Elias Ashmole. Alors Robert Moray, personnage intéressant puisque lui-même est écossais. Il est écossais, ce qui veut dire qu'il a pu avoir accès dans une certaine mesure à ce rite du mot de maçon. Comment il aurait pu y avoir accès? Eh bien tout simplement, il a pu être un gentleman maçon accepté dans les loges écossaises, et donc accéder à ce rite du mot de maçon. Mais néanmoins, il a passé une grande partie de sa vie en Angleterre, puisqu'il sera un des membres fondateurs de la Royal Society, dont nous avons touché quelques mots. Ce qui fait qu'il a intégré la franc-maçonnerie dans les loges écossaises, mais a pu fréquenter les loges anglaises, et donc créer notamment ce lien que je vous ai hypothétisé, ce lien qui permettrait de regrouper le mot de maçon écossais avec cette tradition spéculative anglaise, reprenant le mot donc des Freestone Masons, devenant les francs-maçons. Spéculatif, bien sûr. Autre personnage, nous avons Elias Ashmole, cette fois-ci un anglais, qui va lui-même être initié à la franc-maçonnerie sur le sol anglais, et sera également un des fondateurs de la Royal Society. Donc on voit clairement qu'il y a une porosité entre la création de cette société savante qu'est la Royal Society, et de l'autre côté, ces loges de discussion, ces loges philosophiques, bien sûr, des francs-maçons spéculatifs qui apparaissent au XVIIe siècle. Mais comprenez qu'à l'époque de Ashmole et de Moray, on ne parle pas encore de notions symboliques reprenant l'iconographie des ouvriers du Moyen-Âge, bien qu'il est probable que Robert Moray soit une des personnes qui aurait pu faire le lien afin d'incorporer dans ces sociétés philosophiques tout ce côté symbolique et rituel emprunté au rite du mot de maçon écossais. Pour toucher un dernier mot également sur Elias Ashmole, l'un des premiers francs-maçons connus, il est important de préciser que le personnage était très intéressé par l'alchimie, l'ésotérisme, l'hermétisme et tout un tas de sciences à caractère symbolique, peut-on dire. De plus, il a été le disciple de Robert Fludd, lui-même considéré comme l'un des premiers rosicruciens. Donc on voit encore une fois que la franc-maçonnerie, du moins dans sa naissance, puise des origines multiples. Elle aurait emprunté les traditions des anciens devoirs des bâtisseurs du Moyen-Âge, ce qui explique son aspect symbolique. Elle aurait emprunté le système rituel et d'initiation venu du rite du mot de maçon en Écosse et aurait été fondée, ou du moins pensée, par les intellectuels de cette époque, en lien, direct ou indirect, avec la Royal Society, mais également avec les courants de pensée ésotériques rosicruciens, ce qui apporte tout ce côté, encore une fois, symbolique, très marqué dans les rituels. Alors passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. L'histoire réelle, cette fois-ci, que l'on peut attester de la franc-maçonnerie, et non pas ses origines mythologiques. Donc la franc-maçonnerie moderne, si l'on peut dire, commence à partir de 1717 et va se terminer, du moins dans l'histoire que je vais vous présenter, en 1877. Bien sûr, la franc-maçonnerie existe toujours de nos jours, bien sûr, mais dans le cadre de cette émission, je vais me concentrer jusqu'à donc à la fin du 19e siècle. Tout d'abord, nous allons parler de la création des premières grandes loges, ou les obédiences si vous préférez, et donc des constitutions. Nous parlerons également de l'origine légendaire, encore une fois, de la franc-maçonnerie, qui a été repensée à partir des anciens devoirs pour donner les constitutions d'Anderson. Puis nous parlerons de l'expansion et de l'évolution de la franc-maçonnerie, la guerre des anciens et des modernes, là où il y aura des dissensions rituelles au sein de la franc-maçonnerie. Puis nous parlerons de l'histoire de la maçonnerie face à la période de la Révolution française. Puis nous continuerons avec les grands schismes et les grandes dissensions, les fractures qui se dérouleront au sein de cette organisation discrète. Puis nous terminerons avec une présentation des obédiences maçonniques sur le sol français. À ce stade de notre étude, la franc-maçonnerie existe déjà à partir du XVIIe siècle. Elle ne puise pas forcément de tradition directe avec les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge. Néanmoins, elle lui emprunte son symbolisme et également les textes des anciens devoirs qui vont maintenant être repensés, et il est tout à fait
cohérent de considérer que la franc-maçonnerie soit issue de ces mouvements donc de la Renaissance et qui précèdent donc l'époque des Lumières. Cela correspond à la naissance de la Royal Society, à des textes comme la Nouvelle Atlantide et cette vision de la société utopique et des valeurs morales et philosophiques développées dans la Nouvelle de Francis Bacon, et correspond également à ce renouveau des traditions ésotériques comme notamment la Rose-Croix. Alors, la franc-maçonnerie ne puise peut-être pas, encore une fois, d'origine réelle avec les ouvriers bâtisseurs du Moyen-Âge, mais néanmoins elle lui emprunte son iconographie dans un cadre, dans une volonté de lui accorder un symbolisme. Après, il est tout à fait cohérent de considérer que comme de nombreux auteurs de la Renaissance, comme par exemple Marcel Ficin, Paracelse ou encore Agrippa, que la franc-maçonnerie emprunte des traditions issues des philosophies de l'Antiquité, notamment des cultes à mystère. On ne peut pas parler de filiation directe, mais néanmoins de redécouverte via les textes de traditions remontant à l'Antiquité. Maintenant, reprenons le document. C'est en 1717, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, que va naître la première obédience, ou si vous préférez, la première organisation centrale des loges de la franc-maçonnerie. Il existait, comme nous l'avons vu préalablement, une trentaine de loges à Londres à la fin du XVIIe siècle, mais maintenant, il y aura une véritable organisation centrale. Alors, comment cela se déroule? Eh bien, c'est 4 loges londoniennes qui vont se réunir, l'Oie et le Grille, la Couronne, le Pommier et le Gobelet et les Raisins, qui se réunissent dans une taverne afin de fonder cette première grande loge de Londres. Le premier grand maître s'appellera Anthony Sayer, et le but était d'organiser la pratique rituelle de la franc-maçonnerie, de codifier et d'organiser encore une fois les différentes loges afin qu'elles pratiquent toutes les mêmes rituels sous une organisation commune. Donc, cet événement ne fera pas forcément beaucoup de bruit, il n'y aura pas un réel engouement à la suite de cette unification de ces 4 premières loges. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1721, à l'initiative donc de 2 personnages, Jean-Théophile Desaguliers et le pasteur Anderson, que seront écrites les constitutions de la franc-maçonnerie. Donc, qui statuent en se basant bien sûr sur cet événement de fondation de la Grande Loge de Londres, qui vont codifier donc les institutions, les règles et les devoirs de toute la pratique de la franc-maçonnerie. Alors, comment cela s'articule-t-il? Tout d'abord, il y a une reprise des anciens devoirs, donc appartenant aux loges de métier du Moyen-Âge, mais cette mythologie va être repensée et complexifiée. Comment s'articule-t-elle? Tout d'abord, il y a bien sûr Adam, détenteur des 7 arts libéraux qu'il a reçus de Dieu bien sûr, qui transmet à ses fils, Caïn, Abel et Seth. Ils vont les transmettre eux-mêmes à leurs descendants, d'un côté à Tubal-Caïn, avec l'histoire des 2 colonnes, et puis de l'autre côté à Noé, qui va survivre au déluge. C'est la filiation de Noé, seul survivant du déluge avec sa famille, qui nous intéresse, puisque lui-même va le transmettre à ses descendants, donc Sem, Cham et Japheth. Et plus tard, cela va donner naissance à tout un tas de descendants, donc Misraïm, fils de Cham, qui ira en Égypte, Canaan de la lignée de Cham, qui ira donc en territoire Israël-Palestine de nos jours, et à Chaldée notamment, qui sera donc la tradition des fils de Chaldée, donc avec notamment Nemrod et l'épisode de la tour de Babel. Donc il y aura tout un tas de filiations légendaires, c'est-à-dire que le savoir va se transmettre progressivement à Abraham, lui-même va passer, donc Abraham étant à l'origine un Chaldéen, il va aller en pays de Canaan et va encore bénéficier de la tradition cananéenne, il va plus tard aller en Égypte et va bénéficier de l'héritage des fils de Misraïm, puis donc la tradition va se recompléter si l'on peut dire avec Abraham, qui va le transmettre aux Hébreux, puis à Moïse, qui lui-même hérite encore une fois de la tradition de Misraïm en Égypte, va le transmettre à ses descendants, puis plus tard au peuple des Hébreux, à Salomon, enfin David, Salomon, etc. Mais il y a d'autres filiations, c'est-à-dire que à ce stade mythologique, bien sûr, où Salomon est l'héritier de Moïse, de la tradition de ses ancêtres, il y a de l'autre côté Hiram de Tyr, donc, qui serait donc lui le grand maître de la loge de Tyr, donc qui sera un des associés de Salomon dans la construction du temple du nom du roi d'Israël de cette époque. Donc Salomon, grand maître de la loge de Jérusalem, et Hiram de Tyr, grand maître de la loge de Tyr. Ce qui fera intervenir un autre personnage, appelé également Hiram, qui sera un architecte bâtisseur, travaillant pour le roi Hiram de Tyr, mais qui sera confié à Salomon pour la construction du chantier.
Donc les traditions vont se transmettre dans le monde des Hébreux, mais également bien au-delà, dans le monde hellénistique, où certains savants comme Zorobabel, Pythagore, Euclide et plus tard Vitruve à Rome seront les héritiers de cette science des 7 arts libéraux et particulièrement de la géométrie. Mais nous retrouvons également Nabuchodonosor, qui serait lui-même héritier de la science chaldéenne, elle-même issue de Noé et d'Adam, etc. Donc toutes ces sciences au Moyen-Orient vont se répandre et vont arriver par un coup de baguette magique jusqu'en France avec Charles Martel. Charles Martel aurait été le protecteur des francs-maçons et aurait maintenu ce savoir, puis l'aurait transmis à son tour pour qu'il arrive par un autre coup de baguette magique en Angleterre sous le règne du roi Athelstan, fondateur donc du royaume d'Angleterre. Et puis ce savoir se serait encore rendu cette fois-ci en Écosse par un autre coup de baguette magique jusqu'au roi Jacques VI, donc Jacques VI, roi d'Écosse, mais qui sera également Jacques Ier d'Angleterre, qui va unifier les royaumes d'Écosse et d'Angleterre. Et donc Jacques VI aurait maintenu cette tradition des francs-maçons, et tout ceci aurait abouti à la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster en 1717. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les constitutions et de toute cette filiation mythologique, la Grande Loge n'est pas présentée comme une création, mais comme un réveil. Elle serait le réveil de cette tradition qui existait depuis des temps immémoriaux. Ce serait le réveil d'une Grande Loge, comme autrefois Salomon aurait été grand maître de la Loge de Jérusalem, ou Hiram de Tyr, grand maître de la Loge de Tyr, ou encore Nabuchodonosor, grand maître de la Loge de Babylone. Donc, cette histoire mythifiée se présente comme un réveil et non pas une création, et ça c'est très important. Alors c'est à cette époque que va s'établir en fait toute la légende, puisque dans ce temps-là, pour qu'une tradition soit considérée comme fiable et authentique, il faut lui donner une antériorité. On ne peut pas dire à cette époque, cette tradition vient d'être inventée. Il faut qu'elle remonte à des temps immémoriaux, à une tradition bien sûr des ouvriers du bâtiment du Moyen-Âge, mais également à des temps beaucoup plus anciens. Et une différence est tout à fait notable d'ailleurs dans les constitutions d'Anderson avec les anciens devoirs. C'est le fait, la vision de l'art gothique. Dans les anciens devoirs, nous l'avions vu tout à l'heure, l'art gothique est considéré comme la magnificence la plus absolue, la réédification du temple de Salomon. Or, dans les constitutions d'Anderson, l'art gothique est considéré comme un art pervers et décadent, issu dû à l'influence de peuples exogènes. Et inversement, c'est l'art classique, l'art de l'époque, qui est mis en valeur, ce qui traduit bien, encore une fois, qu'on n'est pas dans une simple héritage des traditions du Moyen-Âge, mais on est bien dans une construction d'antériorité faisant intervenir des traditions multiples et glorifiant l'art et l'architecture de cette époque. Alors la franc-maçonnerie va commencer de ce fait son expansion, puisque les constitutions d'Anderson vont réellement marquer le début de son expansion. En 1717, c'est la création, donc nous l'avons vu, de la première Grande Loge de Londres et de Westminster, premier grand maître Anthony Sayer, un homme plutôt modeste. Mais à partir de 1723, date de diffusion des constitutions d'Anderson, texte fondateur de la franc-maçonnerie spéculative, on va voir que de nombreux personnages de la haute bourgeoisie, mais également de la noblesse, vont entrer en loge. Et notamment beaucoup de membres de la Royal Society. À cette époque, il était tout à fait tendance d'appartenir à la Royal Society, mais également de fréquenter les loges à Londres. L'histoire se répand puisque ce sera la naissance de la Grande Loge d'Irlande en 1725, quelques années plus tard seulement. Et même si à cette époque il n'y a que des hommes qui fréquentent les loges maçonniques, eh bien il y aura une petite anecdote intéressante avec Lady Freemason, à savoir Elizabeth Aldworth, donc une femme en Irlande qui va intégrer les loges. Alors c'est une histoire assez rocambolesque puisque Elizabeth Aldworth, en fait, s'était dissimulée dans les petites pièces avoisinantes de la loge et aurait assisté aux tenues secrètes et aurait entendu les conversations qui se tenaient dans l'enceinte sacrée, si l'on peut dire. Et c'est ainsi qu'il y avait deux options qui s'accordaient à elle, soit elle devait être mise à mort, soit être initiée. Et elle sera initiée et deviendra même vénérable maîtresse de sa loge. Donc vous voyez, il y a eu des femmes en franc-maçonnerie dès les temps les plus anciens, même si ce n'était bien sûr pas une généralité. En 1736 sera la création de la Grande Loge d'Écosse. La plus ancienne loge connue vient d'Écosse, hein, rappelons-le, il s'agissait donc de Sainte-Marie-Chapelle sous la direction de William de Sinclair à cette époque. Donc il y avait déjà ce qu'on pourrait appeler une franc-maçonnerie en Écosse, mais son organisation sous la forme d'obédience interviendra plus tard qu'en Angleterre. Puis plus tard aussi en 1737, donc la même année, ce sera le discours du chevalier de Ramsay, donc qui sera prononcé en France, hein, précisons-le.
La franc-maçonnerie en France existe sensiblement depuis les années 1725. Elle s'est répandue principalement due à l'émigration des jacobites, donc c'est-à-dire les partisans de Jacques de Stuart. Je vous rappelle qu'en Angleterre, il y a eu une guerre dynastique entre la dynastie de Hanovre et la dynastie des Stuarts. Donc les Stuarts étaient les anciens rois, mais du coup ils ont été chassés du pouvoir et donc vont migrer en France pour une partie et vont importer la pratique de la franc-maçonnerie, qui je vous rappelle est née à la fois en Angleterre et en Écosse, et c'est la fusion de ces deux traditions qui donne la franc-maçonnerie moderne, si l'on peut dire. Alors du coup, la franc-maçonnerie est présente en France et le chevalier de Ramsay va prononcer un discours disant que la franc-maçonnerie ne descend pas uniquement des ouvriers du bâtiment du Moyen-Âge, mais descend des illustres chevaliers du Temple. Alors à cette époque, il fait en fait plus référence aux chevaliers sous une forme générique, peut-être même les chevaliers hospitaliers du Moyen-Âge, mais progressivement ces derniers vont être éclipsés par les mystérieux Templiers, bien sûr, qui excitent l'imaginaire depuis bien longtemps maintenant. Alors, cette mythologie templière prend naissance certes avec le discours de Ramsay en 1736, mais néanmoins, c'est le personnage de William de Sinclair qui va devenir l'archétype de cette filiation templière avec les francs-maçons. Alors, je ne vais pas vous faire tout un épisode sur la tradition templière, je ferai une autre émission qui sera dédiée à la survivance hypothétique du temple et l'éventuelle existence de sociétés secrètes ou d'ordre intérieur à l'intérieur de la société templière, ce qui serait un petit peu trop long à développer aujourd'hui. Prenons juste conscience à ce stade que c'est à partir donc de cette fin du premier tiers du XVIIIe siècle que va naître l'idée d'un héritage templier et qui aura un franc succès et va même transformer profondément la pratique des loges maçonniques du XVIIIe siècle. Alors un petit peu plus loin, c'est la naissance en 1737, l'année suivante, de la première grande loge de France, qui sera sous la présidence, sous la grande maîtrise de personnages appartenant à la noblesse. C'était très important sur le territoire français, car si en Angleterre c'était un pays protestant, qui avait une certaine liberté religieuse, eh bien ce n'est pas le cas de la France qui est encore sous le giron du catholicisme. Et donc il était très important de garder un bon rapport entre ces sociétés philosophiques et le pouvoir en place. Donc c'est ainsi que ce sera donc Louis de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, qui sera le premier grand maître, suivi de Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont et prince de Sang, qui sera le deuxième grand maître de la Grande Loge de France. L'année suivante, 1738, ce sera la première condamnation par l'Église qui voit d'un mauvais œil ces sociétés philosophiques, donc le pape Clément XII, qui va condamner la franc-maçonnerie, donc par une bulle papale, mais cela ne sera pas tellement appliqué. Alors la condamnation papale n'aura évidemment pas d'impact en Angleterre et en Écosse, puisque ce sont des pays anglicans ou protestants si vous préférez, et sur le sol français ce ne sera pas tellement appliqué, étant donné cette protection de l'État, et notamment donc des grands maîtres comme le comte de Clermont. Alors ce sera, à partir de ce stade, on voit un réel changement. La franc-maçonnerie s'est structurée, elle est donc pratiquée en loge et s'organise avec une obédience centrale. Elle pratique des rituels, les personnes se réunissent dans des salons, des endroits privés, etc., un lieu afin de pratiquer ces cérémonies. Il y a plusieurs grades en franc-maçonnerie, ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les apprentis, les compagnons et le développement du grade de maître. Il y a de grandes dissensions dans l'étude maçonnologique actuelle pour savoir si le grade de maître existait dès les origines de la franc-maçonnerie ou s'il apparaîtra au début du XVIIIe siècle. Je serais bien incapable de vous répondre sur cette question. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite du discours de Ramsay, va naître le développement de ce qu'on appelle les hauts grades. Alors les hauts grades maçonniques qui peuvent se compter, il peut y en avoir une dizaine, une vingtaine, cela dépend des différents rites, mais ils sont tous avec une certaine inspiration chevaleresque. Et c'est là qu'on voit vraiment la tournure avec l'apport du chevalier de Ramsay qui met cette mythologie chevaleresque en place et qui va progressivement devenir cette mythologie templière et qui prendra vraiment son développement avec les hauts grades maçonniques. Alors, va se dérouler un autre événement très important à partir de 1751 sur le sol anglais. Ce sera la naissance de l'ancienne Grande Loge d'Angleterre. Alors comment cela se passe-t-il? Eh bien, la Grande Loge de Londres et de Westminster existait depuis 1717, mais elle commençait à s'embourgeoiser, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'elle était souvent, ceux qui y adhéraient étaient principalement des gens de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, comme on l'a dit tout à l'heure, une certaine porosité avec la Royal Society. Et il se trouve qu'il y a eu une large migration d'Écossais et d'Irlandais en Angleterre à cette époque, et progressivement cela va aboutir à une dissension. D'autres loges vont se créer,
à partir de 1751, qui ne reconnaissent pas l'autorité de la Grande Loge de Londres et de Westminster, et qui vont s'organiser eux-mêmes sous le nom de l'ancienne Grande Loge d'Angleterre, et qui apparaît, je vous l'ai dit, en 1751. Donc comprenez bien, l'ancienne Grande Loge d'Angleterre est la plus récente, et inversement, la Grande Loge de Londres est la plus ancienne. Mais par habileté, les créateurs de la nouvelle Grande Loge, celle des anciens, vont prendre le nom d'anciens, et vont octroyer aux autres, qui ont été créés avant, le nom de modernes. Donc c'est ainsi qu'on va se retrouver avec une guerre rituelle entre les deux qui prétendent à une légitimité et une authenticité des rituels. Et donc il y aura d'un côté la loge des modernes, qui est la plus ancienne, et la loge des anciens, qui est la plus moderne. Donc il y a des différences techniques sur la position des éléments symboliques de la loge, des différences rituelles probablement, bien que nous n'avons pas spécialement de documents pour les présenter, mais en gros ce sont surtout des petites différences techniques quant à la pratique rituelle. Cela ne change pas le fond idéologique de la maçonnerie, donc qui se présente avant tout comme une société philosophique et symbolique, dans le cadre, encore une fois, de ce siècle des Lumières. Continuons un petit peu l'idée. Donc sur le territoire français, c'est le Louis-Philippe d'Orléans qui succède au comte de Clermont à la tête de la franc-maçonnerie française, et sous son autorité et avec le soutien des loges de province contre l'hégémonie de celle de Paris, la Grande Loge de France est réorganisée et change de nom pour devenir le Grand Orient de France en 1773. Elle regroupe à ce stade 600 loges sur le territoire français. Et seules quelques loges, indépendamment, principalement parisiennes, vont refuser cette organisation et s'organiser elles-mêmes. Ce petit groupe de séparatistes, si l'on peut dire, vont s'organiser sous la direction de la Grande Loge de Clermont, qui poursuivra son activité jusqu'en 1799, où elle sera digérée, réincorporée au sein du Grand Orient de France. À la fin du XVIIIe siècle, il existe, peut-on dire, 3 courants au sein de la maçonnerie. Le premier, qu'on va appeler les rationalistes. Alors les rationalistes, ce sont ceux qui sont totalement dans cette pensée des Lumières, qui rejettent en général la religion catholique, qui sont vraiment dans ces courants assez voltairiens des Lumières et qui cherchent le progrès de la science. On va retrouver notamment dans ces courants rationalistes des mouvements paramaçonniques comme les Philalèthes, comme les Illuminés de Bavière et d'autres. Et puis d'un autre côté, on va trouver les traditionnels, ou les traditionalistes, ceux qui veulent vraiment revenir à cet idéal parfois templier, parfois opératif du Moyen-Âge, où on va retrouver une grande part, encore une fois, des loges de cette époque, qui veulent garder les rituels dans leur authenticité, et ne pas tellement se mêler, et ne pas tellement moderniser la franc-maçonnerie. Ils restent monarchistes, par exemple, inversement des rationalistes, qui sont plutôt républicains. Et il existe enfin un troisième courant qu'on appelle les spiritualistes, qui eux se concentrent beaucoup plus sur une démarche ésotérique, encore une fois, qui sont proches des traditionnels sur certains points, mais qui sont vraiment dans une démarche, donc, encore une fois, de quête spirituelle. Donc il ne faut pas voir la franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe siècle comme quelque chose de totalement uniforme. Certes, les rituels sont sensiblement communs, il y a une organisation centrale, mais au sein, il y a des mouvements différents qui ont des aspirations différentes. Alors, la fin du XVIIIe siècle marque réellement l'organisation du système rituel, comprenez bien, en France. Je reprends un petit peu les éléments. À partir du début du XVIIIe, il y a la naissance de la première grande loge de Londres et de Westminster, qu'on appelle couramment avec le système rituel dit des modernes. C'est ce système-là qui va arriver en France, et uniquement celui-ci. L'autre système, ce qu'on appelle le système des anciens, lui n'arrivera pas sur le sol français. D'ailleurs, rappelez-vous bien, le système des anciens est en réalité plus récent. Donc en France, il y a uniquement le système des modernes. Donc l'organisation des grades, apprentis, compagnons, maîtres, est sensiblement équivalent. Ce qui va varier, c'est le système des hauts grades, avec des choses extrêmement différentes, suivant les différents courants, suivant les différentes régions. Et il y a vraiment, pour certains francs-maçons de cette époque, une véritable collection de grades. Certaines personnes collectionnent et vont se retrouver avec plus d'une centaine de grades différents, issus de tout un tas de systèmes maçonniques tout à fait différents, encore une fois, les uns des autres. Qu'en est-il de la période de la Révolution française?
Alors, la Révolution française marque un courant, puisque d'un côté, il y aura certains francs-maçons qui vont adhérer aux idées révolutionnaires, et puis certains francs-maçons seront contre les mouvements révolutionnaires, et seront même tout à fait pro-monarchistes. Il existe de nombreuses théories aujourd'hui qui disent que la franc-maçonnerie aurait piloté la Révolution française. Eh bien, c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est faux d'une autre façon. C'est-à-dire que dans les premiers révolutionnaires, il y avait des francs-maçons, mais dans les anti-révolutions, dans les partisans durs de la monarchie, il y avait également des francs-maçons. Donc, encore une fois, il ne faut pas voir la franc-maçonnerie comme quelque chose d'uniforme, mais avec des individus qui avaient des pensées différentes et qui se sont parfois opposés, heurtés et même tués entre eux. Donc, encore une fois, attention aux raccourcis historiques. La Révolution française est un mouvement qui a, d'ailleurs au moment de la Terreur, donc sous la gouvernance de Robespierre et Saint-Just, qui vont interdire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie sera interdite, ils seront pourchassés et tués, et elle va quasiment disparaître du sol français. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, société souvent liée à la noblesse, est également victime de la Révolution et de la Terreur, alors qu'on dénombre près de 1000 loges à la veille de la Révolution, 75 loges seulement seront survivantes et en mesure de reprendre leurs travaux en 1800. Donc on voit que près de 90% des effectifs de la franc-maçonnerie seront décimés pendant la période de la Terreur. Donc encore une fois, attention au fait d'attribuer la Révolution française à la seule franc-maçonnerie. Ce serait nier la disparition de la société lors de cette période, qui va renaître péniblement à la suite. Alors, revenons maintenant un petit peu à cette histoire des anciens et des modernes. Alors, je vous le rappelle encore une fois, le rite des modernes, c'est le plus ancien, et le rite des anciens, c'est le plus moderne. Ce qui les sépare, c'est l'authenticité rituelle. La loge des anciens, fondée en 1751, prétend que la Grande Loge de Londres, créée préalablement, avait dénaturé les rituels et n'était pas authentique des traditions ancestrales des compagnons du Moyen-Âge. Alors, bien sûr, il est impossible de savoir s'il y a une authenticité dans les allégations de la Grande Loge des Anciens. Dans tous les cas, il y a deux systèmes rituels qui vont coexister en Angleterre pendant cette époque. Comprenez que la guerre des anciens et des modernes est spécifique à l'Angleterre, ne concerne pas l'Irlande, ne concerne pas l'Écosse, ne concerne pas la France et ne concerne pas l'Allemagne. C'est vraiment un sujet propre à l'Angleterre. Cette querelle va prendre fin en 1813, lorsque les deux grandes loges d'Angleterre fusionnent, donc la Grande Loge de Londres et de Westminster et la Grande Loge des Anciens vont fusionner pour donner la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc c'est la fin de la guerre des anciens et des modernes et l'unification des systèmes rituels. C'est-à-dire qu'il y a le rite des anciens et le rite des modernes, et ces deux les francs-maçons de cette époque vont réorganiser le rituel pour faire coïncider les deux systèmes. Alors, dans le même temps, sur le sol français, Napoléon Ier, donc devenu empereur, va réorganiser la franc-maçonnerie autour du Grand Orient de France, afin vraiment de centraliser la pratique de la franc-maçonnerie et une orientation plus proche de celle des modernes. Comprenez bien que le système des anciens n'est jamais arrivé sur le sol français. Donc c'est un engouement populaire, la franc-maçonnerie suscitera alors sous le Premier Empire, aura sous le Premier Empire un succès sans précédent, et le nombre de loges passe de 300 à 1200 en quelques années. Donc ensuite, l'histoire de la franc-maçonnerie va se heurter concrètement à l'Église. La franc-maçonnerie française se démocratise et se politise peu à peu, et à la suite des excommunications répétées de l'Église catholique, devenues applicables en France depuis le Concordat, les catholiques quittent progressivement les loges, qui par contre-coup deviennent de plus en plus anticléricales. Donc il y a vraiment en fait un mouvement de rejet au XIXe siècle qui frappe la franc-maçonnerie et qui devient de ce fait anti-catholique. Alors anti-catholique ne veut pas forcément dire anti-chrétienne, puisque comme on l'a vu, il y a plusieurs courants au sein de la franc-maçonnerie, notamment les traditionalistes et les spiritualistes, qui eux restent croyants, la plupart du temps chrétiens, puisque je vous rappelle, on est en France, dans la seule religion française est le christianisme à cette époque. Donc on va trouver cette histoire avec des personnes qui sont de tradition chrétienne, mais qui vont rejeter progressivement l'Église catholique. La véritable scission interviendra en 1877, avec la naissance de la franc-maçonnerie dite laïque.
Le Grand Orient de France, qui est donc la seule et unique obédience maçonnique française à cette époque, supprime l'obligation de croire en Dieu et retire de sa constitution la phrase la franc-maçonnerie a pour principe l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, se réclamant désormais de la liberté absolue de conscience. Donc on voit que la franc-maçonnerie au Grand Orient a fait cette séparation, on pourrait dire, de l'Église et de l'État en son sein, en ne reconnaissant plus obligatoirement l'existence de Dieu, ce qui était absolument présent dans toute la pratique de la franc-maçonnerie préalablement, et ce qui est d'ailleurs toujours le cas en Angleterre, aux États-Unis et à peu près partout dans le monde, sauf en France. Alors, de ce fait, par réaction, il y aura une séparation entre les maçonneries sociétales et traditionnelles. Certains, comme le Grand Orient, vont rester sur cette démarche, c'est-à-dire de séparation, de non-obligation de la croyance en Dieu, et cela va créer par contre-coup de nouvelles obédiences qui, elles, vont s'organiser avec l'obligation de croire en Dieu, ou en le grand architecte de l'univers, hein, dans le vocable maçonnique, et avec la croyance en l'immortalité de l'âme. Donc maintenant, afin d'y voir un petit peu plus clair dans toute cette histoire, voyons un petit schéma présentant les différentes obédiences depuis la première Grande Loge de France jusqu'à nos jours. Alors, la première Grande Loge de France, donc l'organisation centrale, si l'on peut dire, de la franc-maçonnerie française, va prendre naissance en 1737 et va se terminer en 1773. En fait, elle change de nom pour devenir le Grand Orient de France. À côté, va survivre un petit mouvement séparatiste qu'on appelle la Grande Loge de Clermont qui existera entre 1773 et 1799. Plus tard, elle réincorporera le Grand Orient de France. L'histoire va continuer comme cela pendant un temps, donc toute la fin du XVIIIe siècle, pendant la majeure partie du XIXe siècle, où il y a une seule et unique obédience en France qui s'appelle le Grand Orient de France, et de ce fait qui regroupe tous les courants de la franc-maçonnerie, aussi bien les rationalistes que les traditionalistes que les spiritualistes. Mais lorsqu'intervient le grand schisme, en 1877, avec la non-obligation d'invocation donc du grand architecte de l'univers et la non-obligation de croire en l'immortalité de l'âme, cela va créer par contre-coup des scissions et donc la naissance de nouvelles obédiences. La première sera la Grande Loge symbolique d'Écosse, qui va apparaître en 1880, elle-même en réalité scindée du Grand Orient de France, et existera jusqu'en 1911. En fait, ce n'est pas tellement qu'elle disparaît, c'est plutôt qu'elle change de nom pour prendre une autre forme. La première Grande Loge qui va apparaître, porte d'ailleurs le nom de Grande Loge de France, apparaîtra en 1894. Elle est plus traditionnaliste, on va dire, que le Grand Orient de France, puisqu'elle impose la croyance à cette époque, elle impose la croyance en le grand architecte de l'univers, cependant qui ne fait pas forcément directement référence à Dieu. Alors, elle naît du Grand Orient de France, mais également de la transformation de cette Grande Loge symbolique d'Écosse. Vous comprendrez un petit peu mieux cette histoire lorsque l'on parlera des différents rituels. De cela va également naître en 1901 l'obédience du droit humain, donc qui est la première obédience mixte, donc qui accueille aussi bien les hommes et les femmes sur le territoire français. D'un autre côté, à partir donc du début du XXe siècle, va naître en 1913 la Grande Loge nationale de France, alors qui ne porte pas ce nom-là à toute origine, mais j'ai utilisé des mots pour rester relativement simple. Donc elle est née d'une scission donc, du Grand Orient de France et impose la croyance en le grand architecte de l'univers et l'immortalité de l'âme. Alors c'est là qu'on va voir que les obédiences vont se multiplier, puisque de cette Grande Loge nationale française, qui va représenter donc le courant, on va dire, plus spiritualiste ou plus traditionnel de la franc-maçonnerie, va se heurter de l'autre côté avec le mouvement du Grand Orient de France qui se veut plutôt sociétal. Donc j'ai mis un petit code couleur, donc en bleu ce sont les obédiences à tendance plutôt sociétale, et en orange ce sont les obédiences à tendance plutôt spiritualiste ou traditionnelle. Et j'ai mis une petite couleur différente pour la Grande Loge de France, en jaune, puisque c'est celle qui est un peu à cheval entre les sociétales et les traditionnelles, puisqu'elle fait un peu les deux. Alors pour les nommer, nous avons donc la naissance de la Grande Loge féminine de France en 1952, donc Grande Loge purement féminine. Puis par la suite, nous aurons du droit humain des scissions qui vont donner naissance à la Grande Loge mixte universelle. Puis plus tard, la Grande Loge mixte de France. Du côté plutôt des traditionalistes, nous aurons la naissance du Grand Prieuré des Gaules, qui est issu à la fois de la Grande Loge nationale française et du Grand Orient de France, donc le Grand Prieuré des Gaules qui va avoir de moult péripéties.
D'un autre côté, la Grande Loge nationale de France française va se scinder elle-même pour donner naissance à la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, puis à la Loge nationale française, et récemment, donc en 2012, il y a eu une nouvelle scission qui a donné naissance à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Alors, toutes les obédiences que je vous mise sur ce petit graphique sont les plus importantes en France, hein. C'est celles qui ont au moins plus de 2 ou 3 000 membres. Il existe en réalité des dizaines et des dizaines d'autres obédiences beaucoup plus petites et qui n'ont de ce fait pas autant d'importance, ce qui aurait été un petit peu compliqué à présenter sur un simple graphique. Nous en avons terminé avec la simplification, du moins le résumé de l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors je me suis concentré principalement sur cette préhistoire, ces origines un petit peu entre ce passage donc des opératifs aux spéculatifs, pour montrer vraiment l'origine et la naissance, le contexte du moins, d'apparition de la franc-maçonnerie. J'ai été relativement vite pour parler du 18e et du 19e siècle. Néanmoins, si vous voulez compléter ces informations, vous trouverez tout dans les sources bibliographiques à la fin de cette vidéo pour poursuivre un petit peu l'étude. Le but était de faire un résumé et de faire quelque chose de digeste pour accéder à ce sujet. La première erreur avec la franc-maçonnerie, c'est de considérer que le sujet représente une société uniforme. Certes, il y a une organisation centrale, des organisations centrales, puisqu'il y a plusieurs obédiences avec des petites variantes entre chacune d'elles, néanmoins qui se reconnaissent entre elles et qui ont une pratique sensiblement commune. Toutes pratiquent des rituels au sein de leur loge, ont un système de grades, donc apprentis, compagnons et maîtres, ce qu'on appelle les loges bleues. Là, il faut néanmoins arriver à une différence fondamentale, celui de la franc-maçonnerie française avec le reste du monde, qu'on peut en fait par extension appeler la franc-maçonnerie anglo-saxonne. S'il y a eu cette séparation, ou cette non-obligation, ou cette sécularisation de la franc-maçonnerie au Grand Orient de France en 1877, ce n'est pas le cas de l'Angleterre et de tout le monde anglo-saxon. Comprenez bien que la franc-maçonnerie mondiale, ce qui représente à peu près 4 millions de personnes, dont sachant que la moitié quasiment est aux États-Unis, invoque toujours la croyance en Dieu et l'immortalité de l'âme. Il n'y a que le cas français et quelques obédiences clairsemées dans le monde qui ont fait cette sécularisation, ce qui est donc un événement plutôt rare. Sur le sol français, il y a environ 170 000 à 180 000 francs-maçons sur le sol français. Et le Grand Orient de France, qui est l'obédience principale, représente à peu près 50 000 personnes. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près 50% de la maçonnerie qui est de tendance sociétale, et environ 50% qui est d'une vision plus traditionnelle, ou du moins spiritualiste, de courants qui pouvaient se dissocier au XVIIIe siècle, mais qui forment, on va dire, le courant des traditionnalistes aujourd'hui, globalement. Donc il y a vraiment cette distinction entre les deux. Maintenant, il nous faut parler quelques instants des rituels, et c'est un sujet particulièrement complexe. Afin de présenter cette affaire, il faut revenir à cette histoire de la guerre des anciens et des modernes. Au tout départ, il y a cette franc-maçonnerie dite des modernes, avec la première grande loge de Londres et de Westminster, qui va codifier, établir une pratique rituelle. Cette pratique rituelle va se répandre, évidemment, va se répandre notamment en France via les jacobites, via se répandre en Écosse et en Irlande, bien que l'Écosse et l'Irlande avaient leurs propres pratiques. En Écosse, vous vous rappelez les statuts chauds, le rite du mot de maçon, etc. tout ça. De ce fait, il y a une pratique légèrement différente qui existe en Irlande et en Écosse. Et via les migrations donc des Irlandais principalement à Londres, il y aura une contestation du rituel dit des modernes, qui est le plus ancien. Ce qui va aboutir à la création de l'ancienne Grande Loge de Londres et la pratique rituelle, une pratique rituelle différente qui va prendre le nom de rite des anciens. Donc rite des modernes d'un côté, rite des anciens de l'autre. Ceci est valable sur le sol anglais et va se poursuivre jusqu'au tout début du 19e siècle où il y aura une réunion des deux anciennes grandes loges et une union des deux formes rituelles qui va aboutir à quelque chose de nouveau. Mais là, nous allons détailler un petit peu les différentes formes rituelles qui existent au sein de la franc-maçonnerie et surtout leur filiation par rapport au rite du mot de maçon, donc le rite d'origine, mais également par rapport à ces deux traditions, le rite des modernes et le rite des anciens. Alors reprenons notre document pour présenter les différents rituels, ou du moins les plus importants, qui existent au sein de la franc-maçonnerie. Comme je l'ai dit, il existe les loges bleues avec le grade apprenti, compagnon et maître.
Mais par la suite, comme nous l'avons vu, à partir du XVIIIe siècle, sont apparus les hauts grades, tout un tas de degrés spécifiques, de rituels spécifiques et de grades spécifiques qui vont germer principalement en France et donc développer ce système de hauts grades, ce qui va donner naissance progressivement aux différents rites qui existent aujourd'hui. Le premier, et également le rite, l'un des rites les plus pratiqués au monde et le rite officiel du Grand Orient de France, s'appelle le rite français. Alors, première chose, il est hérité directement du rite des modernes. Comme nous l'avons vu, ce sont les jacobites qui ont apporté principalement la franc-maçonnerie sur le sol français, et de ce fait, à cette époque, il n'existait pas encore le rite des anciens, ce qui veut dire que quand le rite des modernes arrive en France, il n'a pas de concurrence. Il y a progressivement un développement des hauts grades, et le Grand Orient de France va avoir la volonté de créer une certaine harmonie, une certaine logique dans son système rituel, parce qu'il y a évidemment un développement de tout un tas de hauts grades, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des francs-maçons qui vont réunir plus de 100 grades, qui vont devenir de véritables collectionneurs de grades. Alors le Grand Orient va avoir la volonté d'uniformiser un petit peu le système, le rendre plus cohérent, et surtout uniforme au sein de toutes les loges de cette obédience. Donc c'est en 1786 que va apparaître un texte, le régulateur du maçon, pour les loges bleues, donc apprentis, compagnons et maîtres, afin de fixer par le Grand Orient de France le système rituel. À partir de cette date va commencer vraiment la codification du système, cette fois-ci des hauts grades. Donc qui va aboutir en 1801 avec le texte du régulateur des chevaliers maçons, qui donc clarifie le système du haut grade du rite français. Donc, il prend le nom de rite français, mais il faut bien comprendre que ce système rituel est en fait le rite des modernes, mais avec un système de haut grade structuré. Donc, le système, c'est apprenti, compagnon, maître, plus les hauts grades, qui sont au nombre de 4. Ensuite, nous trouvons le régime écossais rectifié. Alors, lui-même est né sur le territoire français, il est un héritage du rite des modernes, en France, mais également du martinésisme et de la stricte observance templière. Alors, pour ce qui est du martinésisme, mais également du martinisme, je vous invite à visionner ma vidéo sur le sujet, donc qui traite de Martinez de Pasquali et de Louis-Claude de Saint-Martin. Donc, d'un côté, nous avons le rite moderne, français, et de l'autre côté, le système allemand, donc de la stricte observance templière, donc elle-même issue du rite des modernes, mais avec cette importance de cet héritage templier. Donc la stricte observance templière a pour vocation de réveiller l'ordre du temple, de restaurer l'ordre du temple et de lui redonner sa vigueur passée. Donc le créateur de ce système rituel s'appelle donc Jean-Baptiste Villermoz, qui habitait à Lyon avec ses condisciples bien sûr, et il va lui-même pratiquer largement la franc-maçonnerie française, va adhérer à la stricte observance templière allemande, alors allemande mais qui est également présente un petit peu sur le territoire français, et sera lui aussi un disciple de Martinez de Pasquali, et donc un système plus ou moins rosicrucien, spiritualiste. Il va créer une synthèse de ces différentes traditions, et va transformer la stricte observance templière pour intégrer ces concepts donc du martinisme, mais également de la franc-maçonnerie française, ce qui va aboutir avec le convent des Gaules en 1778 et plus tard le convent de Wilhelmsbad en 1782 à la naissance du régime écossais rectifié qui va remplacer la stricte observance templière sur le sol français. Donc il y a un système un petit peu différent du rite précédent, c'est-à-dire apprenti, compagnon et maître toujours, si ce n'est qu'il y a un 4e grade qui s'appelle maître écossais, et un système d'ordre intérieur ou de haut grade si vous préférez, qui ne comprend que 2 grades. Donc un système qui se veut un peu plus austère que celui du rite français précédent et qui est un petit peu moins pratiqué quasi exclusivement en France. D'ailleurs un rituel qui a failli disparaître à la fin du XVIIIe siècle et qui est réapparu en France au tout début du XXe siècle. Ensuite, nous passons au rite écossais ancien et accepté. Alors tout d'abord, c'est le rituel le plus pratiqué dans le monde. Mais comprenez bien que quand on dit le plus pratiqué dans le monde, on parle surtout de système de haut grade en réalité. Alors le rite écossais ancien accepté, qui est né aux États-Unis quant à lui, il est un héritage direct du rite des anciens quant à lui. Pourquoi? Parce qu'il est né principalement aux États-Unis, or c'est quasiment uniquement le rite des anciens qui avait migré aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors le rite écossais ancien accepté, donc né aux États-Unis, va être codifié en 1801,
Création du rite à Charleston, aux États-Unis. Il sera de retour en France en 1804. Donc le RE2A, hein, sous sa contraction verbale, est apparu en France grâce aux frères Grace-Tilly. Ils fondent le premier Suprême Conseil de France cette même année. Alors le Suprême Conseil de France, c'est une organisation qui est faite pour gérer ce système de haut grade. Donc il y a toujours un système loge bleue, apprenti, compagnon et maître, et un système donc de haut grade qui comprend 30 degrés, ce qui donne les fameux 33 degrés de franc-maçonnerie dont on voit fleurir partout sur internet toutes les théories du complot. Alors, ensuite, il y a le rite émulation, ou appelé le rite anglais. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de la fusion du rite des anciens et du rite des modernes. Donc en 1313, c'est la création de la Grande Loge de Réconciliation. Donc je vous rappelle, les deux grandes loges des anciens et des modernes se réunissent en Angleterre, fusionnent pour créer la Grande Loge unie d'Angleterre. Et donc il y a une loge de réconciliation qui est faite afin d'élaborer un système rituel qui reprenne les éléments du rite des anciens et des modernes. Donc en 1823, c'est la création de la loge d'instruction pour maîtres maçons. Donc en gros, le but étant de former les maîtres maçons afin qu'ils apprennent le nouveau système rituel. Donc précisons que c'est un rituel oral avec aucun support écrit, croyance en Dieu, impérative et obligatoire. Donc il n'y a pas de support écrit contrairement au rite écossais ancien accepté, au régime écossais rectifié et au rite français. Le système apprenti, compagnon et maître, et il n'existe pas de système de haut grade. Alors c'est là que vous allez comprendre un petit peu comment va s'articuler toute cette histoire. À l'origine, il n'y a que le rite des modernes en Angleterre, et ce dernier va se répandre en Écosse, en Irlande probablement, mais surtout en France, et il va perdurer. Ce rite des modernes en France va donner naissance au rite français, au régime écossais rectifié, et ainsi qu'à tout un tas d'autres rites qui ont disparu. Et d'un autre côté, à partir de 1751, va apparaître le rite des anciens, toujours en Angleterre, sauf qu'il est inspiré en grande partie par des émigrés irlandais. Or, ces fameux immigrés irlandais vont faire une certaine porosité, ce qui fait que le rite des anciens va se répandre en Irlande. Or, ils vont également aller aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de migrants irlandais aux États-Unis. C'est ainsi que le rite des modernes se retrouve en France, mais ne se retrouve pas aux États-Unis. Inversement, le rite des anciens se retrouve en Angleterre, bien sûr, mais surtout aux États-Unis. Ce qui va expliquer qu'il n'y a quasiment que la présence du rite des anciens aux États-Unis, qui va donner plus tard naissance au rite écossais ancien accepté, qui puise sa paternité dans le rite des anciens. Le rite émulation, ou le rite anglais quant à lui, est la fusion du rite des anciens et des modernes, mais sur le sol anglais. Or, cela ne va pas se répandre aux États-Unis, puisque les États-Unis étaient déjà habitués à la pratique du rite des anciens. Vu qu'il y a eu la séparation des colonies et de la mère patrie entre les deux, il n'y aura pas d'émigration du rite émulation ou du rite anglais, si vous préférez, jusqu'aux États-Unis, tout simplement. Reprenons avec le système suivant qui s'appelle le rite d'York, ou cette fois-ci le rite américain. Comme vous l'aurez bien compris, il s'agit d'un héritage du rite des anciens, exporté aux USA par les Irlandais. Or, en 1813, il prend sa dénomination de rite américain par distinction justement avec le rite émulation qui se codifie lorsque les loges des anciens et des modernes s'unissent. C'est un rituel oral, il n'y a aucun support écrit et il est déiste, avec une croyance en un être suprême bien sûr. Le système apprenti, compagnon et maître uniquement, et il y a un système de haut grade qui prend le nom d'arche royale. Mais en réalité, il n'est pas rare du tout que les praticiens du rite d'York aux États-Unis le fassent uniquement dans les loges bleues, apprentis, compagnons et maîtres, et pratiquent en fait le rite écossais ancien accepté pour le système de haut grade. Car à la base, le système rituel donc, du RE2A, donc rite écossais ancien accepté, est avant tout un système de haut grade, qui est donc fait pour se superposer au système des loges bleues préalablement. Ensuite, nous trouverons, pour finir les grandes familles rituelles, le rite égyptien. Alors là, c'est une affaire très très complexe. Donc le rite égyptien se présente comme héritier de divers courants mystiques beaucoup plus anciens. C'est le cas par exemple en 1767 des architectes africains, en 1780 du rite primitif des Philadelphes, en 1785 du rite des parfaits initiés d'Égypte et en 1801 de l'ordre sacré des sophistiens, et en 1806 des amis du désert.
Alors, il existe tout un tas en fait de francs-maçons ou de prédicateurs de l'époque, comme notamment Joseph Balsamo dit Cagliostro, qui vont prétendre détenir des rituels avec une paternité égyptienne remontant à la plus haute antiquité, etc. Tout ça. En réalité, ce sont des courants plutôt clairsemés qui n'auront pas vraiment d'emprise. Le premier rituel égyptien réellement codifié apparaît en 1814, il s'agit du rite de Misraïm ou rite égyptien. Un autre concurrent arrivera en 1838 sous le nom de rite de Memphis ou rite oriental, mais en réalité ces deux rituels sont issus eux-mêmes du rite écossais ancien accepté. Il n'y a pas vraiment de distinction réelle entre les systèmes. Puis plus tard, en 1881, ce sera la réunification des deux rites égyptiens, donc le rite de Memphis et le rite de Misraïm, qui sont réunis sous la direction donc, de Giuseppe Garibaldi, qui devient grand hiérophante du système égyptien. Donc c'est un système apprenti, compagnon et maître avec plus de 99 hauts grades. Donc les rites de Memphis Misraïm sont plutôt clairsemés sur le sol français, pas forcément très présents ailleurs dans le monde, et sont en grande partie issus eux-mêmes du système du rite écossais ancien accepté. Alors, pour faire un petit graphique pour résumer tout ça, au tout début nous avons le rite du mot de maçon au XVIIe siècle, qui va donner, indépendamment de tout ce que nous avons dit jusque-là, le rite standard d'Écosse, qui apparaît lui aussi au XVIIe siècle. C'est également un système rituel qui s'apprend par cœur, qui n'a pas de support écrit de ce fait, et qui existe toujours de nos jours. Apparemment, il se concentre particulièrement sur une tradition des ouvriers du bâtiment, ce qui s'explique assez facilement par sa paternité purement écossaise. Ensuite, sur le sol anglais vont apparaître le rite des modernes en 1723, date donc de diffusion des constitutions d'Anderson, et le rite des anciens qui apparaît en 1751. Le rite des modernes va donner naissance à la stricte observance templière, qui va lui donner naissance au régime écossais rectifié en partie, puisque le régime écossais rectifié naît lui-même du rite des modernes indépendamment, puis de l'influence de Martinez de Pasquali. Il y a également la naissance du rite français à partir de 1786. Donc la stricte observance va elle-même donner naissance au rite suédois qui est un peu plus récent, et le rite français va se diviser en tout un tas de branches, les plus connues étant le rite français dit groussier, qui est en fait une simplification rituelle beaucoup plus laïque, qui apparaît en 1938, et d'un autre côté, les traditionnels qui vont restaurer donc le rite français traditionnel à partir de 1960, mais qui en fait se veut authentique par rapport au rite français primitif. Et d'un autre côté, nous avons donc le rite des anciens qui va donner naissance au rite écossais ancien accepté à partir de 1801, avec l'existence hypothétique d'un intermédiaire entre les deux qui s'appellerait l'ordre du royal secret, mais ceci est hypothétique. De l'autre côté, il va donner naissance au rite d'York et à son système de haut grade, l'arche royale. Le système de Memphis-Misraïm est né donc du système de Memphis et du système de Misraïm, mais en grande partie inspiré par le régime écossais ancien accepté. Et nous retrouvons au milieu de tout ça le rite émulation, qui est la fusion du rite des modernes et du rite des anciens. Voici pour un bref résumé des familles rituelles qui se retrouvent en franc-maçonnerie. Alors résumons un petit peu l'histoire maçonnique. Tout d'abord, on retrouve cette mythologie maçonnique avec la légende des deux colonnes, la légende d'Hiram, la légende de Palquin, la légende de cette tradition, de cette filiation de la géométrie et des 7 arts libéraux, passant par Euclide, Pythagore, Hermès Trismégiste et autres, qui vont se retrouver dans les anciens devoirs et dans les constitutions d'Anderson. Donc la phase 1, c'est la préhistoire de la maçonnerie entre le XIVe et le XVIIe siècle. Il n'y a pas encore de franc-maçonnerie en réalité, ce sont des ouvriers bâtisseurs, les Freemason Stone, Freestone Mason, maçons de franche-pierre, et puis la codification des statuts chauds en Écosse, qui vont aboutir progressivement, par emprunt, par fusion, par transmission peut-être, à la phase 2, la naissance de la maçonnerie spéculative au tout début du XVIIIe siècle, et pourrait-on dire dans la deuxième moitié du XVIIe même en réalité. Phase 3, c'est le développement des hauts grades, principalement en France, au milieu du XVIIIe siècle, discorde des anciens et des modernes en Angleterre, discours de Ramsay sur le sol français qui va créer cet élan chevaleresque et le système de hauts grades, qu'on appelle parfois l'écossisme. Phase 4, c'est la structuration des rites à la fin du XVIIIe siècle. Phase 5, maturation de la maçonnerie jusqu'au schisme de 1877, puis développement massif des obédiences, maçonnerie sociale d'un côté et maçonnerie traditionnelle de l'autre.
Alors, que peut-on conclure de toute cette histoire? Eh bien, la franc-maçonnerie a tout sauf une histoire simple. C'est un véritable casse-tête et il existe des dizaines de théories quant à ses origines. J'ai tenté aujourd'hui de vous présenter ce que l'on connaît actuellement de l'histoire, ou du moins de la préhistoire, ce qui amène à sa naissance. Et l'on peut statuer à ce jour que la franc-maçonnerie est véritablement un courant qui naît de cette pensée de la Renaissance et qui va aboutir au siècle des Lumières. La franc-maçonnerie se cale donc dans cet interstice entre les deux, qui est cette libération de la pensée et qui va aboutir aux nouvelles pensées du XVIIIe siècle, dont la franc-maçonnerie fait partie en fait intrinsèquement. Mais néanmoins, il ne faut pas voir la franc-maçonnerie comme quelque chose d'uniforme. Il y a de nombreux courants à l'intérieur qui s'opposent. Certains étaient pro-révolutionnaires, certains étaient monarchistes, certains sont déistes, certains sont théistes, certains sont athées. Il y a une véritable, du moins plusieurs variables au sein des individus qui la composent. Alors, franc-maçonnerie, société secrète? Eh bien, peut-être pas tellement. Il s'agit plutôt d'une société discrète. Car n'oublions pas, aujourd'hui, la franc-maçonnerie est au cœur de nombreuses théories du complot. Mais ceci est vrai aujourd'hui, mais ceci a toujours été vrai à toutes les époques. Si l'on s'intéresse au mystère de Dionysos pendant la période romaine, ils étaient aussi au cœur des théories du complot. C'est la même chose avec les mystères d'Isis en Égypte, et plus tard dans la République romaine. Les mystères d'Isis étaient au cœur de toutes les théories du complot, parce que ce qui est discret a toujours inquiété. Et cela n'a pas changé depuis la naissance de l'humanité dans les plus anciennes civilisations qui ont existé. La franc-maçonnerie se caractérise par cette pratique rituelle qui lui donne une certaine uniformité. Néanmoins, il y a encore de nombreuses différences si l'on s'intéresse à la franc-maçonnerie française et à la franc-maçonnerie anglo-saxonne par exemple, qui est obligatoirement théiste et qui croit en un Dieu révélé, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une certaine partie de membres du Grand Orient de France. Alors pour ceux qui souhaiteraient poursuivre plus avant leurs recherches, je peux vous conseiller quelques livres afin de poursuivre l'investigation. Tout d'abord Patrick Négrier, les textes fondateurs de la tradition maçonnique, où vous retrouverez tous les textes qui ont été cités au cours de cette émission. Ensuite vous pourrez retrouver notamment L'invention de la franc-maçonnerie de Roger Daché, ou encore Nouvelle histoire des francs-maçons en France par Alain Bauer et Roger Daché. Et puis vous trouverez également Les mystères de la rose blanche, francs-maçons et templiers au XVIIIe siècle par André Carvala, ou encore les premiers francs-maçons de David Stevenson et bien d'autres. Pour ceux qui voudraient aborder le sujet sur une forme plus ludique, je vous recommande l'excellente bande dessinée ou roman graphique de Hugo Pratt, Fable de Venise, où le héros Corto Maltese se retrouve précipité au sein d'une loge maçonnique au cours de ses aventures. Ou encore la série de thrillers policiers, la série Antoine Marcas, donc des romans policiers maçonniques écrits par Jacques Raven, lui-même franc-maçon, et Eric Giacometti, son confrère auteur, donc les aventures d'Antoine Marcas, qui est un commissaire franc-maçon et qui tente de résoudre des énigmes à caractère plus ou moins ésotérique ou symbolique. Ensuite, quelques sites d'information, vous pourrez retrouver des articles et notamment sur les différents rites que je vous ai parlé, donc IRABE, la maçonne, Pierre Vivante ou l'édifice.net, pour retrouver tout un tas d'informations. Je vous rappelle également pour ceux qui souhaiteraient soutenir mon activité que vous pouvez me rejoindre sur le site Tipeee afin donc de contribuer à la survivance d'Arcana Les Mystères du Monde, ce qui vous offre en contrepartie à des vidéos privées plus techniques, les Académias, où nous rentrons dans le détail de tous ces différents sujets. Je vous ai mis quelques-unes des bannières d'émissions que vous pouvez retrouver dans la liste des Académias. Certains cycles de vidéos sont d'ailleurs également disponibles sur la boutique Vimeo, où vous pouvez acheter directement ces vidéos donc de l'Académia, sachant qu'elles ne sont pas actuellement toutes disponibles, mais le seront progressivement. Je vous rappelle également que la chaîne Arcana Les Mystères du Monde diffuse 3 émissions gratuites tous les mois sans aucune obligation de votre part. Néanmoins, elles ne pourraient pas exister sans le financement participatif et votre soutien. Je termine cette vidéo de présentation de la franc-maçonnerie en vous proposant une hypothèse tout à fait personnelle. Il me semble, au vu des nombreux éléments que nous avons collectés, que la franc-maçonnerie ne puise pas ses origines directement dans une filiation directe et authentique avec les bâtisseurs du Moyen-Âge, ni même avec les Templiers. Néanmoins, il me semble voir des corrélations importantes entre les cultes à mystères de l'Antiquité, notamment les mystères d'Éleusis, de Samothrace, le culte des Magna Mater comme Cybèle ou Isis, mais également le culte à mystère de Dionysos ou encore le culte de Mithra. Ces différents cultes à mystère qui ont existé dans le monde hellénistique grec mais également dans l'Empire romain me semblent partager des corrélations rituelles frappantes avec la franc-maçonnerie.
Bien sûr, l'on ne peut pas attester une filiation directe entre ces différents mouvements ésotériques de l'Antiquité, puisque plus de 1500 à 1800 ans les séparent de la naissance de la franc-maçonnerie. Néanmoins, il semble que via la Renaissance, via la traduction des textes, il y a eu une résurgence de certaines traditions occultes et ésotériques de l'Antiquité qui a pris forme sous un nouvel aspect qu'il me semble être en l'occurrence la franc-maçonnerie. On pourrait dire sensiblement la même chose avec les courants de la Rose-Croix, mais pour faire votre propre opinion sur cette hypothèse, il me semble pertinent de vous proposer de visionner toute ma série de vidéos sur les sociétés secrètes qui abordent ces différentes thématiques. J'ajouterai un dernier point concernant l'héritage templier. Bien sûr, l'on ne peut pas dire que les francs-maçons sont les héritiers directs des chevaliers du Temple, cependant, ils puisent une inspiration symbolique. D'ailleurs, le but du chevalier de Ramsay n'était peut-être pas d'établir une filiation directe. Bien sûr, c'était un homme de la noblesse, et le fait que ces jacobites, donc les partisans de Jacques II Stuart, aient émigré en France, ils auraient pu garder un certain idéal chevaleresque lié à la monarchie des Stuarts. Cependant, il me semble que la filiation avec les Templiers est beaucoup plus symbolique et semble s'attacher aux valeurs qui se retrouvent dans l'organisation templière du Moyen-Âge, de la même façon que les francs-maçons empruntent les symboles ou l'iconographie des tailleurs de pierre, des ouvriers bâtisseurs de cathédrales. Dans tous les cas, je tenterai de répondre à ces différentes hypothèses au cours de prochaines vidéos. Nous en avons terminé aujourd'hui pour le sujet de la franc-maçonnerie, mais pour ceux qui voudraient poursuivre un petit peu, je vous rappelle que j'ai fait une interview avec Thierry Rodemack, un franc-maçon de haut grade sur ma chaîne il y a quelques temps, où vous pourrez trouver d'autres informations, des compléments par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, pensez à la liker, la partager et la commenter bien entendu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. À bientôt.